Bonjour à tous. Deux invités dans Actu Matin ce matin. D'abord, Dr Wilfried Assogba, prédicateur et conseiller. Avec lui, nous allons évoquer la question du célibat qui est en hausse. Si hier, être célibataire était perçu comme un échec social, aujourd'hui, il est un choix délibéré et de plus en plus prononcé chez les jeunes. Nous allons essayer de comprendre le contour d'une nouvelle orientation et une nouvelle perception sociale. Notre deuxième invité, c'est Léandre Douceau. Il est enseignant. Avec lui, nous allons parler justement de la promotion de l'excellence dans les établissements privés. Il est donc membre de l'association CFA. Avec lui, donc, on va essayer justement de comprendre derrière les prouesses de fin d'année se cachent parfois des méthodes au détriment du personnel enseignant et une pression peut-être financière sur les parents d'élèves. Nous allons examiner le sujet dans ces différents aspects. Notre débat ce matin va porter sur la prochaine présidentielle au Bénin. Nous allons nous interroger sur les enjeux du scrutin du 12 avril prochain. Devant ce qui apparaît comme un boulevard pour le candidat de la mouvance se cache bien de défis que nous allons analyser ensemble. Bienvenue à tous. Premier rendez-vous sur Actu Matin, c'est la une des journaux et nous allons notamment démarrer avec Fraternité qui s'est intéressée un peu, je dois dire, à l'actualité, notamment dans les marchés du Bénin. On va donc commencer avec le quotidien à Maison, Fraternité, euh, inauguration de nouveaux pôles marchands à PK3 et Cocody. Eh ben, décidément, hein, quelques ennuis avec notamment la une des journaux. Allez, on y est. Inauguration de nouveaux pôles marchands à PK3 et Cocody. La dynamique de la modernité avance, d'après donc le journal La Friperie, un nouveau décolle, écrit de détresse des commerçants à laisser pour compte. Bientôt l'ouverture du marché de gros d'Akasato et du Mail Gallery du stade général. Mathieu Kirikou a annoncé l'homme. Et puis Assemblée nationale, Louis Vlavo nous distingue les meilleurs agents. Assurer la maternité, le pari de la dignité pour les femmes vulnérables. C'est un article enquête donc de Titi Goudalo. On va passer à un autre quotidien, notamment l'informateur, pour y aller, communal de 2026 vers la fin du suspense, attitré donc le journal ce matin. Circulation, financement bouclé pour la reconstruction du tronçon Godoma, Ila Kandji. La boussole présidence de l'Assemblée nationale, Vlavonou, bon pour la continuité des œuvres de la rupture. Décès après césarienne, enquête officielle annoncée au CHUD Ouémé, le ministère de la Santé s'en est mêlé. Nous voici avec Matin Libre, conférence et réseautage professionnel et lancement de magazine promotion et rentabilité du tourisme au Bénin en débat. Bénin, l'empreinte d'une marque, Misebo, ne meurt pas, il se réinvente. Communication digitale, quand une voix béninoise fait de LinkedIn un levier d'autonomisation des femmes. Le matinal, première apparition publique depuis l'annonce de sa retraite sanitaire, Yahi sort enfin de l'ombre, un retour qui suscite beaucoup de questionnements. Voici le routier. Deuil dans le monde de la presse béninoise, Sébastien Agbota, journaliste et ex-conseiller de la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, première mandature, n'est plus. Il a été le géniteur de l'institution soutenu par le syndicaliste Guillaume Atibé. Le Béninois libéré, succès du Soukouk international, le Bénin, nouvelle terre de confiance pour les investisseurs. Le journal Le Clairon, coopérative pour la promotion d'épargne et de crédit, des milliards en DAT en souffrance. Fraternité pour la deuxième lecture, inauguration de nouveaux pôles marchands à PK3
et Kokodji, la dynamique de la modernité avance, la friperie dans un nouveau décor, les cris de détresse des commerçants laissés pour compte. Bientôt l'ouverture du marché de gros d'Akasato et du Mail Galerie du stade général Mathieu Kéréko. Et puis l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Vlavonou, distingue les meilleurs agents. Il y a une enquête au plan santé signée Teddy Goudalo, assurer la maternité, le baril de la dignité pour les femmes vulnérables. Voilà donc ce qu'on peut retenir, la une des journaux de ce matin. Je vous propose qu'on aille voir un peu à l'intérieur de Fraternité, quelques éléments qui pourraient vous intéresser. Justement, je vous parlais de cet article de Teddy Goudalo sur la question de la maternité. C'est compliqué pour les femmes qui sont dans la précarité d'aller à la maternité. C'est parfois un risque, une pression. Il y a justement que le constat se fait sur la disparité concernant l'accès donc aux soins prénataux. C'est Teddy Goudalo qui a fait son enquête que vous retrouvez dans les colonnes de Fraternité ce matin avec des chiffres qui pourraient vous intéresser. Au Bénin, le taux de mortalité maternelle est environ de 307 décès pour 100 000 naissances vivantes, d'après une source de l'OMS qu'il a cité. Moins de 60% des femmes bénéficient d'un suivi complet de grossesse jusqu'à la fin. L'assurance maladie universelle vise à couvrir justement toute la population d'ici 2030. Ça va être certainement, en tout cas, le point pour aider à un accès de santé pour tous. Et puis, on pourrait passer justement à un autre élément. Il s'agit notamment des cris de détresse des femmes qui n'ont pas pu trouver une place dans les nouveaux marchés qui sont construits. Le cas notamment de Kokodji qui intéresse Fraternité ce matin. La démolition n'est pas le problème, a confié une des dames. Beaucoup d'entre nous n'ont pas obtenu de place sur le nouveau site, a confié donc Messin Hélène, revendeuse sur l'ancien site du marché de Kokodji. Là-bas, la tension est très vive. Les femmes cherchent à avoir une petite place, notamment dans le nouveau marché. Et puis, il y a aussi cette enquête, Fraternité, concernant toujours les infrastructures marchandes. Le marché de gros et le Mail Galerie attendu notamment en février. Déjà donc, un nouveau visage. Quand on fait un tour au niveau donc, du stade de l'Amitié à Cotonou, c'est du neuf là-bas et du nouveau aussi, du moderne aussi, avec quelques photos proposées par Fraternité. Achetez le quotidien et découvrez bien. Allez, on va passer au bulletin de l'information avec Florence Moussa. Florence, bonjour. Bonjour à vous, Tanguy. Bonjour à tous. Justement, j'évoquais la situation des femmes du marché de Kokodji. Eh bien, on en parle dans votre bulletin. Elles luttent pour occuper une place dans le nouveau marché. L'attribution des hangars et boutiques fait grincer les dents dans cet espace marchand, un des plus grands des périphéries urbaines d'Abomey-Calavi. Plusieurs occupants de l'ancien site démoli sont encore sans abri. Et justement, sur l'ancien site, des ruines, comme vous le voyez. Et puis derrière la première conférence scientifique internationale de la gérontologie, l'objectif est d'œuvrer à la protection et à la prise en charge des retraités et des personnes âgées. L'initiative émane de l'Université du 3e âge au Bénin. On va vous proposer quelques détails. Voici le bulletin. Et ça grimpe fort à Kokodji. Les occupants du marché, justement, de ce quartier de la commune d'Abomey-Calavi sont très mécontents après la démolition de leur espace marchand. Oui, Tanguy, il s'insurge contre les procédés d'attribution des places tels qu'appliqués par l'Agence nationale de gestion des marchés à Nagem. Jusque-là, les hangars de l'ancien site ont été déjà démolis samedi dernier. Ces femmes sont encore sans emplacement. Alerte pour prévenir l'exclusion, disent-elles. Reportage.
Les anciens hangars et boutiques au cœur de ce marché de Cococodi sont désormais sous les décombres. 2 jours après l'opération de démolition des lieux, de rares usagers et anciens occupants y reviennent encore. Quand il dit quelque chose, il le fait. C'est comme Donald Trump, quand le président américain, quand il dit quelque chose, il fait. Le nôtre aussi, là, quand il dit quelque chose, il le fait. C'est pour le bien-être et pour le futur de nos enfants. Les policiers ont dit qu'ils vont enlever tout ce qui est en haut là, qu'ils vont emmener Caterpillar pour raser tous les briques là, les terrasses là, puis ils vont casser tout. Donc si on ne veut pas ça là, de ne pas même ouvrir nos boutiques. Donc comme nous ont dit ça là, mais aujourd'hui là on est venu pour voir, mais ils n'ont rien fait. Mais une plus grande équation reste irrésolue. L'attribution des places aux commerçants de cet espace marchand dans toute leur diversité. On attribue encore de place, on ne trouve pas de place. On dit notre nom est dans l'ordinateur, on ne trouve pas de place. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui sont ailleurs, des gens sont quittés Topa, d'autres sont à la maison, eux ils trouvent de place, mais nous on n'en trouve pas. On t'attribue de place, le temps que tu te déplaces pour venir chercher ta marchandise là, on remet ça à quelqu'un d'autre. Sur le nouveau site du marché de Cococodi à inauguré ce mardi, les femmes font le pied de grue. Elles fustigent l'attribution des places qui privilégierait de nouveaux occupants au détriment de ceux reconnus vendeurs du marché également à jour du point de vue des redevances. Moi, j'ai travaillé avec Arrigan dans ce marché. Je l'ai aidé à montrer de place à ces bonnes dames que vous voyez. Donc je connais beaucoup de femmes qui sont dans le marché, qui n'ont pas retrouvé leur place ici. Pour les agents de l'ANAGEM, pas de péril en la demeure. Il faut attendre quelques jours après l'ouverture officielle du marché avant toute forme de jugement. À l'université d'Abomey-Calavi, le bien-être des personnes âgées cristallise les débats. Il s'est ouvert à certifier hier à l'Amphi Idriss Déby Itno, la première conférence scientifique internationale de gérontologie organisée par l'université du 3e âge du Bénin avec le concours de l'Association internationale des universités du 3e âge. L'événement rassemble des universitaires du Bénin et d'ailleurs Hugues Vingbe et Jocelyn Barriga. Des affaires sociales. Du 26 au 27 janvier 2026, Abomey-Calavi arbore les attributs de capitale mondiale de la gérontologie. Ces assises interviennent dans un contexte où le mouvement des universités du 3e âge étend ses tentacules aux 4 coins de la planète, porté par l'Association internationale des universités du 3e âge, AIUTA. Depuis plus de 50 ans, l'AIUTA œuvre à l'amélioration de la qualité de vie des personnes âgées en contribuant à la préservation et au développement de leurs facultés. Dans le monde, nous sommes maintenant dans plus de 86 pays sur les 6 continents. Il y a des centaines, si on prend la Chine, même des milliers d'universités du 3e âge dans le monde. Cela représente plusieurs millions d'étudiants seniors. La première conférence scientifique internationale de gérontologie s'ouvre également au moment exact où l'université du 3e âge du Bénin souffle sa 2e bougie. L'université du 3e âge, c'est l'apprentissage tout au long de la vie. C'est pas parce qu'on a pris sa retraite qu'on ne doit plus apprendre, parce que apprendre, c'est maintenir son capital cérébral, c'est se donner de la vie. Depuis sa création, nous l'avons entendu, l'université du 3e âge du Bénin s'est imposée comme une initiative pionnière et inspirante. Les actions menées au profit de nos aînés démontrent que l'enseignement supérieur peut et doit s'ouvrir à toutes les générations. Le ministre en charge des Affaires sociales réitère l'engagement étatique
au bénéfice des seniors. Je tiens à réaffirmer l'engagement de notre gouvernement à promouvoir un vieillissement digne, actif, sécurisé. Cela passe notamment par le renforcement du cadre légal de protection des droits des personnes âgées, le renforcement des politiques de protection sociale en faveur des personnes âgées. Cette conférence internationale est positionnée sous le thème « Développement de l'université du troisième âge en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale ». Les membres de la plateforme des acteurs du monde agricole et amis engagés pour Romuald Wadayi ont effectué une sortie à Nati Tengu le week-end dernier. Cette rencontre stratégique a permis de faire une reddition des performances réalisées dans le secteur agricole au cours des 10 dernières années de gouvernance de Patrice Talon. Occasion pour les membres de la plateforme de réaffirmer leur soutien pour la continuité de la dynamique autour de Romuald Wadayi. Alassane Harouna. Des membres de la plateforme des acteurs du monde agricole de l'Atakora et amis engagés de Romuald Wadayi, ainsi que les représentants des unions communales et départementales des producteurs de diverses filières agricoles, fortement mobilisés autour du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui. L'enjeu étant de procéder à une évaluation des performances réalisées dans le secteur agricole dans l'Atakora au titre des différents PAG après 10 ans de règne du président Patrice Talon. En 2016, la production céréalière se levait à 313 000 tonnes pour atteindre 478 000 tonnes en 2023. La production de riz se démarque par un taux d'accroissement de 11% sur la même période. Sur la période 2016 à 2023, les cultures industrielles du département affichent une croissance limitée. La production est passée de 108 000 tonnes à 114 000 tonnes, soit un taux d'accroissement de 1%. Toutes ces réformes structurelles dans le secteur agricole et les performances réalisées séduisent à plus d'un titre les membres de cette plateforme. C'est donc à juste titre qu'ils s'engagent à soutenir la continuité de cette dynamique. Par ma modeste voix, les acteurs du secteur agricole de l'Atakora, bénéficiaires des effets et impacts des PAG successifs depuis 2016, déclarent être satisfaits, au-delà de leurs attentes, des appuis reçus pour améliorer la productivité de leurs exploitations que pour accroître leur capacité d'accès au marché pour l'écoulement de leurs récoltes. Fort de ces constats, la plateforme nationale des acteurs du monde agricole et amis engagés pour Romuald Wadayi, profondément ancrée dans le département de l'Atakora, affirme son soutien total au duo présidentiel Romuald Wadayi-Mariam Tarada. Cette démarche des membres de la plateforme est saluée par le ministre Gaston Dossoui. Mesdames, Messieurs, j'ai été sincère et fraternellement surpris par la qualité des déclarations de nos fils et nos frères de l'Atakora, qui disent la dynamique qui a commencé doit continuer. À l'unisson, les acteurs du monde agricole de l'Atakora renouvellent leur soutien total aux réformes engagées et se disent prêts à porter sur le terrain le combat pour la continuité autour de Romuald Wadayi. Le Bénin vient d'émettre son premier soukouk international. Il s'agit d'un financement islamique sans intérêt basé sur des projets. En émettant ce soukouk, le Bénin devient ainsi le premier État africain à effectuer cette opération d'une valeur nominale de 500 millions de dollars. Ce genre de fonds est levé pour des projets de développement précis et déjà déterminés. L'imam Shakir Ouamoussou, spécialiste de finance islamique, donne quelques explications. Donc ici, soukouk, souverain, bien sûr. Quand il émane d'un État, nous parlons de soukouk souverain. Quand c'est les entreprises financières, les entreprises financières qui émettent soukouk, de là ça devient soukouk corporatif. Donc qu'est-ce qui se passe? Pour permettre aux Béninois de comprendre en termes simples et clairs soukouk, c'est-à-dire que l'État, son mécanisme, il identifie un actif. En finance islamique, les investissements sont adossés
à un actif tangible. Ce n'est pas sur les spéculations on investit, non. Sur du réel, ce qui existe. Dans ces cas de sukuk souverain, l'État identifie un actif réel. Quand je parle de l'actif réel, un projet comme la construction des routes, des hôpitaux, des infrastructures, tout ce qui est de cet ordre. Voilà un exemple d'un actif réel, tangible, qu'on voit, qui est touchable. Et les investisseurs, et ils achètent les parts. Ces parts sont considérées comme des sukuk. Et ils achètent les parts. Maintenant, les intérêts, c'est quoi? Les taux, j'ai dit c'est sans intérêt. Ce n'est pas une dette contractée où il faut payer des intérêts. Maintenant, comment ces investisseurs sont rémunérés? C'est les revenus, ou les profits, ou les loyers, ou les redevances issues de l'exploitation de cet actif. Par exemple, on construit l'hôpital, par exemple, on loue à travers le partenariat public-privé, on enseigne, et puis c'est les revenus, les loyers de cet investissement qui sont répartis selon la part de chaque investisseur. Eh bien, Tanguy, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci beaucoup pour la présentation. Moi, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Bonne journée. Mesdames et messieurs, dans la suite d'Actu Matin, on aura d'autres rendez-vous. Je vous ai annoncé 2 invités sur ce plateau. Ils vont défiler tout à l'heure. Je vous rappelle qu'à la fin de cette émission, vous aurez la revue de presse pour vous donner quelques détails liés notamment aux informations relayées par les quotidiens dans leur production de ce mardi matin. Pendant nos débats, on va évoquer justement la présidentielle du 12 avril 2026. Quels sont les enjeux aujourd'hui par rapport à ce scrutin? On pourrait analyser tout cela ensemble avec justement les débatteurs. N'oubliez surtout pas aussi qu'on aura l'actualité des sports avec Candide Rouentom qui prend bien siège à mes côtés déjà. Voici le premier invité de ce matin. Nous sommes de retour sur ce plateau et mon tout premier invité, c'est Dr Wilfried Assogba, pasteur et prédicateur. Dr Assogba, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue sur Actu Matin. Avec vous, nous allons essayer de parler de la question du célibat qui est en hausse dans nos sociétés. Le constat, il est bien évident. Merci d'être venu. Il y a une tendance de plus en plus prononcée des jeunes pour le célibat. Alors qu'avant, quand on est célibataire, c'est comme, je dois dire, une marque négative sociale. Aujourd'hui, les gens même font ce choix-là. Qu'est-ce que vous avez compris à ce phénomène? D'abord, il faut savoir que le célibat en soi n'est pas une mauvaise chose. Ah oui? Lorsqu'il devient une fuite, oui, ou une fuite de responsabilité, ou liée à aucune contrainte, alors cela a des conséquences plausibles. Et ces conséquences sont de plusieurs ordres. Lesquelles? Déjà, nous devons voir les causes, ce qui amène les jeunes à désirer le célibat au détriment du mariage. Nous avons la pression économique. Aujourd'hui, vous devez voir le chômage qui est souvent grandissant. Nous avons la cherté de la vie qui est aussi prônée aujourd'hui. Donc les jeunes ne veulent plus s'engager à cause justement de ces causes-là. Nous avons la peur de l'échec conjugal. Ah bon? Oui. Aujourd'hui, les 70% des couples dans le monde connaissent le divorce. Donc beaucoup ont peur de tomber dans ce vice-là, dans ces problèmes. Oui. Nous avons aussi les conflits familiaux où les parents exigent un choix, contraignent leurs enfants à faire un choix qui n'est pas le leur. Par conséquent, ne voulant pas vivre la déception, refusent catégoriquement et choisissent le célibat. Nous avons aussi la disparité des religions, la différence religieuse. En quoi est-ce que c'est une cause? Oui, c'est une cause parce que au niveau de certaines dénominations, certaines religions,
l'on refuse le brassage interdénominationnel en matière du mariage. Ça fait partie des causes. Il y a la priorité à soi aussi, qui constitue l'individualisme et le confort, la liberté personnelle, aussi bien sur les réseaux sociaux. Le jeune homme veut rester seul, veut vivre l'individualisme et autres. Par conséquent, il ne veut pas être responsable. Nous avons la désorientation des valeurs, l'abandon des valeurs, la confusion sur le sens du couple. Aujourd'hui, la sexualité dissociée de l'engagement et l'influence des modèles étrangers. Donc voilà un peu les causes. J'attendais une cause que je n'ai pas vue dans vos propositions d'exploration. Les pasteurs, qui parfois aussi sont instigateurs de formation de certains couples. Quand les jeunes ne se connaissent pas et qu'au nom de la religion qu'ils partagent, les pasteurs les obligent à se marier, ça peut être une réelle cause de l'échec du couple. Je pense que cette information n'est pas vérifiée parce que, effectivement, l'Église demande qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais il faut que l'homme rentre dans le mariage. L'Église encourage cela comme une institution religieuse. Mais il faut savoir que cela suit des processus. Il y a des processus à suivre. Et lorsque le jeune homme fait le choix de rentrer dans le mariage, il y a plusieurs enseignements que nous donnons à ces jeunes, à ces partenaires, pour les accompagner. Il y a l'accompagnement psychologique, il y a aussi l'accompagnement spirituel que nous les apportons. Il y a le dialogue que nous entretenons entre les deux partenaires. Au contraire, l'Église prône plus le mariage dans le meilleur des sens, parce que l'Église entretient souvent un dialogue entre les deux partenaires, pouvant les permettre de se connaître davantage. Quelles sont les conséquences du célibat aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons les conséquences d'ordre personnel et aussi les conséquences sociales. Au niveau de la conséquence sociale, nous avons la baisse des mariages, la fragilisation de la famille, les enfants nés hors cadre conjugal, c'est-à-dire cadre stable. Est-ce qu'il y a un problème à ça? Que l'on soit né dans le mariage ou pas, on grandit, on assume son destin, on fait ce que Dieu vous a chargé comme mission sur terre et puis on meurt tranquillement. Non, détrompez-vous. Lorsque vous vivez dans le cadre familial, vous avez une éducation. Vous avez un de plus. C'est-à-dire, l'homme qui constitue le père prend des responsabilités qui éduquent déjà l'enfant. Et l'enfant, lorsqu'il devient mature, il veut imiter son père. Il veut prendre ses responsabilités. Il voit la convivialité qui existe entre sa maman et son père. Et cela constitue un avantage sur le devenir de l'enfant, surtout dans le cadre du mariage. Donc, vivre au sein est une bonne chose. Un enfant laissé pour compte dans la nature, dans la société, vous savez les vices qui découlent aujourd'hui de ces choses. Donc, comme conséquence, nous avons la délinquance qui est prônée aujourd'hui. Nous avons la dépendance pornographique. Ah oui? Oui, nous avons la solitude émotionnelle. C'est les divorcés ou les célibataires qui sont dépendants des les célibataires surtout. Les célibataires surtout parce que l'homme a cette sensation en elle, ce besoin en lui. L'homme a ce besoin en lui. Donc, par conséquent, du fait que cette personne n'est pas mariée ou bien ne veut pas s'engager, sera obligé d'avoir une relation instable et de multiples relations. Et vous savez aujourd'hui, les fléaux, les IST qui existent aujourd'hui, les conséquences qui en découlent sont légion. Donc il faut amener la jeunesse à accepter, à rentrer dans le mariage et ne pas avoir peur de rentrer, de s'engager. Vous savez bien que deux vaut mieux qu'un. Absolument. On se renforce. Deux valent mieux qu'un. Alors, d'autres conséquences ou
Est-ce qu'il y a d'autres conséquences à part oui, ce nous avons l'immoralité. Ok. L'immoralité, quand je rentre dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 2, apôtre Paul a dit, pour éviter l'immoralité, il faut que chacun se marie. De peur de brûler à cause de l'incontinence et agir négativement dans la société. Ce qui fait la promotion des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Est-ce que le célibat ne peut pas être un choix personnel et positif aussi? Oui, le célibat peut être un choix personnel et positif dans la mesure où le jeune se trouve dans un temps de formation. Dans un temps de formation, nous prenons les jeunes qui sont en formation académique, ils peuvent, ça c'est un choix constructif. Donc lorsqu'il choisit le célibat en cette période, c'est un choix constructif. Donc après ça, il faut nécessairement que le jeune se marie ou la jeune se marie. Quand il a fini sa formation, il a un boulot. Quand il a son boulot, il a tout ce qu'il est prêt, il a tout ce qu'il faut. Mais il peut choisir, malgré tout ça, d'être célibataire, de vivre célibataire, de mourir célibataire. Il faut reconnaître que c'est dangereux pour notre société. En quoi est-ce que c'est dangereux? Mais bientôt, la couche qui se trouve aujourd'hui dans la société sera vieillissante. La société a besoin de la ressource humaine. Et lorsque celle qui doit être la relève de demain refuse de rentrer en mariage, la société aura ce problème de ressources humaines demain. Donc, alors que la population déjà est vieillissante, ça va jouer sur la croissance démographique. Alors, quelles sont les implications du célibat choisi ou forcé? Alors, le célibat forcé, d'abord, apporte plus de déviance dans l'affaire. C'est-à-dire quoi? Constitue une conséquence dangereuse parce que lorsqu'on contraint le jeune à choisir un partenaire qui ne veut pas, qui n'est pas de son choix, vous savez bien que ce jeune homme aura plus de déception. C'est comme le mariage pour lui est une prison. Alors que le mariage n'est pas une prison. Et c'est un bienfait que cela apporte, mais un refuge, voilà. Donc par conséquent, il y aura une dislocation interne, mais que beaucoup ne vont pas sentir au dehors. Ce qui peut apporter même la tension, des tensions dans le foyer et autres. Donc nous devons normalement sensibiliser les parents à éviter les mariages forcés. Le mariage forcé. Faut-il lutter contre le célibat, nécessairement, ou laisser les gens libres faire leur choix? Non, pas lutter, mais ramener les gens à la raison. C'est-à-dire réintroduire, réintroduire au sein des institutions éducatives l'enseignement sur le mariage et sur le célibat, les conséquences, les avantages, même au sein des confessions religieuses et traditionnelles. Nous devons faire cette promotion, nous devons enseigner sur ça, que ça ne soit plus un sujet tabou. J'imagine que là-dessus, vous, en tant que confession religieuse, vous faites un travail à ce propos. Bien sûr. La jeunesse est souvent invitée, la couche juvénile est souvent invitée pour un entretien, pour un enseignement concernant le mariage. Qu'est-ce que vous leur dites pour les convaincre? Le mariage, c'est beau, c'est bon, c'est bien, c'est ça? Parce qu'il y en a qui sont dedans, qui galèrent. Hein? Bon, c'est parce qu'ils ne se sont pas préparés. Et non seulement ça, le mariage, l'Église, d'abord, refuse et condamne la paresse. Il faut que, vous savez, si vous refusez le mariage, c'est parce que vous fuyez votre responsabilité. Ah oh. Oui, c'est la fuite de... C'est une lourde responsabilité, c'est pas une fuite. Il faut mesurer sa capacité à prendre sa responsabilité. Il faut mesurer. Lorsque vous travaillez, lorsque vous avez votre pain, vous avez ce qu'il faut et que vous êtes un homme responsable, éduqué, vous ne pouvez pas fuir le mariage, ainsi que la jeune fille ne peut pas fuir le mariage parce que les deux se complètent. Les deux se complètent et cette complémentarité aide encore beaucoup. Sachez que ceux qui vivent dans la solitude, dans le célibat, vivent très dangereusement. C'est-à-dire ils ont des situations qui restent, ils vivent cela seuls
ce qui les amène souvent dans la dépression. Parce qu'il n'y a personne pour pouvoir les soutenir, il n'y a personne pour pouvoir les conseiller. Ils sont seulement recroquevillés en eux et puis ils vivent tous les fléaux. Alors que lorsque vous êtes dans le couple, cela vous dépasse, cela vous passe. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut vous soutenir dans les temps les plus difficiles. Quels sont les programmes chez vous pour accompagner les jeunes, justement? Parce qu'au-delà de tout, on a des exemples de mariages, de foyers où c'est l'enfer. Et ça aussi inspire les jeunes à ne pas justement faire l'option du mariage. D'ailleurs, quels sont ces mariages-là qui sont transformés en un enfer? C'est des mariages qui ne se sont pas préparés, qui ne sont pas préparés. Quand vous dites préparés, c'est quoi? Préparés parce qu'on n'avait pas enseigné, on n'avait pas éduqué, on n'avait pas accompagné les partenaires. Mais ils sont rentrés dans le mariage. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se marient sans voir, sans rencontrer son partenaire, mais c'est le jour du mariage qui se voit. Ça continue aujourd'hui? Ça continue dans nos sociétés. Ah oui? Oui, ça continue. Quand il y a de telles choses, les deux ne se connaissent pas. Par conséquent, il y aura toujours des problèmes dans le foyer. Parce que l'homme a une autre éducation, l'homme aussi. Et c'est quand ils seront ensemble maintenant qu'ils vont chercher à se connaître. Ça devient un danger. Alors qu'au niveau de notre confession religieuse, nous avons des programmes, les programmes d'enseignement, les programmes de brassage entre les jeunes, pour que les jeunes puissent se connaître, aussi les temps de partage, pour pouvoir les amener à s'aimer, à se comprendre, à se connaître, ce qui débouche facilement sur le mariage. Docteur Wilfried Assogba, un mot pour finir. Je voudrais rappeler à la couche juvénile que le mariage n'est pas un calvaire, mais que le mariage est une bonne chose. Il faut poser la vraie question. Et que j'appelle la couche juvénile à s'engager s'ils sont matures. Et je les invite à ne pas fuir cette responsabilité parce que notre société en a besoin. J'avais une dernière curiosité. Hein. Quand deux jeunes viennent vous voir pour dire « nous voulons nous marier », qu'est-ce que vous leur dites en premier? Ah mais nous sommes d'abord contents. Ah bon? Oui, nous sommes contents de leur courage. Parce qu'ils peuvent ne pas nous informer et commencer, et puis ça va dégénérer plus tard. Donc lorsqu'ils nous informent, nous sommes contents et nous cherchons les moyens pour les accompagner. Docteur Wilfried Assogba, merci d'être passé sur l'Actu Matin. Merci à vous aussi. Très bonne journée. Merci à vous de même. Il y a quelqu'un que le sujet a beaucoup intéressé, il s'appelle Candide Rounetom. Lui, il ne va pas parler de mariage, hein, il va parler des sports. Voici Sport Matin. Candide, bonjour. Vous aviez été très intéressé par le sujet. Oui, qu'est-ce que ça vous a inspiré? Rien. J'étais juste curieux comme ça. Allez, on démarre ce matin par la Coupe du Monde des U20. Les Amazones du Bénin entament justement leur préparation pour le 3e tour. C'est bien cela, quelques jours après la phase de présélection, la sélection féminine junior du Bénin a entamé ce lundi sa préparation en prélude au 3e et avant-dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U20 pour l'année 2026 sur le groupe des 24 joueuses convoquées par le sélectionneur Abdoulaye Ouzerou. 22 ont rallié le camp de base hier et ont participé à la toute première séance d'entraînement déroulée hier après-midi sur les installations du stade général Mathieu Kékou de Cotonou où les Amazones U20 sous la houlette du duo technique Abdoulaye Ouzerou, Adikato Adam ont procédé à la première séance de travail de groupe finale retenu, une séance marquée d'exercices avec toute la rigueur et la détermination qu'il faut pour aller tenter de créer l'espoir dans quelques jours en double confrontation face à l'équipe féminine junior de l'Égypte. Ceci dans le cadre du 3e et avant-dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U20 Pologne de 2026. Le match aller va se jouer le 6 février au Caire en Égypte avec un retour décisif prévu le 13 février au stade de Kégué à Lomé au Togo. Le stade général Mathieu Kékou de Cotonou n'étant pas encore homologué. Dans les toutes prochaines heures, l'équipe va prendre la direction du Maroc où elle va entamer la dernière ligne droite de sa préparation pour l'échéance en vue. Il va s'agir d'une forme d'acclimatation pour les Amazones U20 avant la manche aller prévue se tenir au Caire en Égypte. Il faut le souligner, le 6 février
prochain Tanguy. Seul Germaine Renfort et Naila Sadikou manquent à l'appel du sélectionneur pour l'heure. On va s'intéresser maintenant à la Coupe CAF. Ouais. On va s'intéresser aux interclubs. La troisième journée de la phase de groupe a connu son épilogue. C'est bien cela. Au niveau de la compétition, on a assisté à plusieurs matchs, plusieurs confrontations ce week-end dans le cadre de cette troisième journée de la phase de groupe des interclubs de la CAF. Là, on commence par la Champions League africaine. L'équipe d'Al Ahly FC d'Égypte s'est imposée par un score de 2-0 à Young Africa. Mamelodi Sundowns a partagé le point au bout d'un score nul de 2-3 avec Al Hilal SC par Dynamo et River United ont aussi partagé le point mais au bout d'un score nul et vierge. 1-0 pour la victoire de l'Espérance de Tunis devant l'équipe de Simba SC de la Tanzanie. La JS Kabylie a partagé le point avec l'équipe de l'ASFA du Maroc. Pyramide FC a été contraint au partage de points par l'équipe de la Renaissance sportive de Berkane. FC Saint-Éloi Lupopo a dominé 1-0 l'équipe du MC Alger et puis le Stade Malien s'est imposé par un score de 2-0 à l'équipe de l'Atlético Petroleos. Au thème de ces différentes confrontations, le classement dans les différents groupes est connu. Dans le groupe A, l'équipe de la Renaissance sportive de Berkane garde la tête avec un total de 7 points au compteur. Un goal différentiel de plus 4, 7 points également au compteur pour l'équipe de Pyramide FC d'Égypte qui vient en deuxième position. River United est troisième du groupe A avec un point au compteur. Autant de points au compteur pour l'équipe de Power Dynamo qui loge à la dernière place au niveau du groupe A. Dans le groupe B, Al Ahly domine les débats avec 7 points au compteur devant Young African deuxième avec 4 points au compteur. 2 points au compteur pour la SFA du Maroc et la JS Kabylie qui viennent respectivement troisième et dernière position dans ce groupe B. Sur la deuxième partie du tableau, au niveau du groupe C, précisément l'équipe de Mamelodi est en tête avec 5 points au compteur. Autant de points au compteur pour Al Hilal SC qui vient en deuxième position. FC Saint-Éloi Lupopo est troisième du groupe C avec 4 points au compteur et puis seulement 1 point au compteur pour l'équipe du MC Alger qui est bon dernier du groupe C. Et puis au niveau du groupe D, on a en tête l'équipe du Stade Malien avec 3 points, avec un total de 7 points au compteur, un goal différentiel de plus 3, 5 points au compteur pour l'équipe de l'Espérance de Tunis, deuxième au classement. Atlético Petroleos qui est troisième du classement avec 4 points au compteur, plus 0 points au compteur pour Simba SC de la Tanzanie qui garde la lanterne rouge dans le groupe B. Au niveau justement de la deuxième compétition, celle de la Coupe de la Confédération, on a également assisté à la troisième journée de compétition ce week-end avec plusieurs rencontres déroulées dans le cadre de cette troisième journée de la compétition. Au thème de ces différentes confrontations, le classement dans le groupe A est dominé par l'équipe de l'USM Alger avec un total de 9 points au compteur, un goal différentiel de plus 4, 6 points au compteur pour l'équipe de l'Olympique Club de Safi qui vient justement en deuxième position, 3 points au compteur pour le FC San Pedro qui est troisième au classement et bien entendu Djoliba AC de Bamako est quatrième du groupe A. Dans le groupe B, Wydad AC de Casablanca est premier au classement avec 9 points au compteur devant l'équipe de l'AS Menyama Union qui vient en deuxième position avec 6 points au compteur, 3 points de moins pour Azam FC qui est troisième sur le classement et puis Nairobi United est quatrième avec 0 points au compteur. Dans le groupe C, sur la deuxième partie du tableau, le Serbe Belouizdad est leader avec 6 points au compteur, un goal différentiel de plus 1, 4 points au compteur pour Sinda Black Stars et Stellenbosch qui viennent respectivement en deuxième et troisième position. Et puis l'AS Otoro vient avec la lanterne rouge, 3 points au compteur pour l'équipe. Dans le groupe D, c'est bien Al-Masri d'Égypte qui est leader au classement avec 7 points au compteur, 2 points de moins pour l'équipe de Zamalek SC d'Égypte qui vient en deuxième position. Kaiser Chiefs est troisième et puis Zesco United garde la lanterne rouge au niveau du groupe D. On va passer à un autre sport. Oui, passons à un autre sport. Parler de sport demain maintenant. Je vous embarque pour Kigali. Les Guépards Ramdalor effectuent une nouvelle sortie ce mardi. C'est dans le cadre de la
coupe du président. Après une première sortie fauchée au niveau de la coupe du président face au Cameroun, soldée par une défaite 27-34 et qui s'est terminée avec un goût amer, le Bénin sera une nouvelle fois sur l'installation du petit gymnase du stade Amaro de Kigali ce mardi. Il défie le Congo-Brazzaville, un adversaire qui avait battu les Guépards lors de leur deuxième sortie de la phase de coupe dans cette 27e édition de la Coupe d'Afrique des Nations du handball senior homme qui se tient actuellement dans la capitale rwandaise. L'apprentissage continue pour Simbia Sankara et ses coéquipiers et ils comptent bien finir sur une bonne note la compétition. De toute façon, ils ont encore 3 matchs à disputer. Le premier, c'est ce mardi face au Congo-Brazzaville et on va leur souhaiter bonne chance pour la suite de la compétition, surtout pour la rencontre de ce mardi. Changeons de discipline, parlons des sports boulistiques. La famille de la pétanque nationale s'est réunie en assemblée générale élective samedi dernier à Dassa pour procéder au renouvellement du bureau exécutif de la Fédération béninoise de pétanque, une importante assise qui s'est déroulée sous l'égide de la Confédération africaine des sports boules et du ministère des Sports, sans oublier le Comité national olympique et sportif béninois. Et au thème de ces assises, Salim Bionigan succède à Garba Yaya. C'est un nouveau vent qui souffle désormais sur les boules de pétanque au Bénin. Les boulistes ont décidé le samedi 24 janvier 2026 des acteurs qui vont siéger au comité exécutif de la Fédération béninoise de pétanque pour les 4 prochaines années. Un choix fait en toute démocratie sportive par les délégués qui ont donné carte blanche à Salim Bionigan pour diriger la fêtière de la pétanque béninoise. Avec une large majorité, ce dernier obtient 151 voix favorables sur 221 votants face à son challenger pour le poste. Il y avait assez d'engouement, assez d'énergie, assez d'hommes dans la salle. Mais par fini, le choix s'est porté sur ma modeste personne. Argentier du dernier bureau, il revient cette fois-ci comme président de la Fédération béninoise de pétanque. Il entend préserver l'héritage laissé par ses prédécesseurs tout en s'alignant à la continuité pour une pétanque moderne, plus structurée, inclusive et plus performante. Et pour ce faire, il a déjà une feuille de route bien élaborée qui s'articule autour de 10 axes stratégiques. On peut citer la métamorphose des compétitions, un engagement pour la construction d'infrastructures aux standards internationaux et l'excellence des équipes nationales. La pétanque a besoin plus que jamais de tout le monde, de tous ces acteurs. Hier, peut-être on était des adversaires sportifs, mais aujourd'hui, c'est dans cette adversité que nous allons nous construire. J'ai amené, grâce au président Idriss Ibrahim, la barre très haute. Si elle descend, ça va du bout. La pétanque béninoise, depuis plusieurs décennies, se fait respecter au plan international. C'est une question de volonté. Et cette volonté, je ne doute pas que nous ne l'avons pas. Le nouveau comité exécutif a jusqu'en 2030 pour travailler à davantage, promouvoir et faire rayonner la discipline aussi bien au plan national qu'international. Et ce nouveau comité exécutif est composé de 13 membres pour un mandat de 4 ans, justement. Salim Bionigan qui succède à Garba Yaya, désormais ancien président de la Fédération béninoise de pétanque, qui a prodigué quelques conseils à son successeur. On l'écoute. Le bonheur des pétanqueurs, des joueurs, c'est les compétitions. Je souhaite que la nouvelle équipe, plus que par le passé, fasse de compétitions régulières pour permettre la détection des joueurs et pour permettre qu'on garde notre haut niveau. Je serai là quand vous le voudrez, à vos côtés, pour apporter mes conseils, mais pas pour décider, pas pour orienter, mais à chaque fois que je serai sollicité, eh bien, je serai prêt. Même n'importe quel livre qui me sollicite, je serai prêt à apporter ma contribution. Soignons la discipline. On a commencé par le faire. Avant, on voyait des joueurs qui allaient de club en club, qui signaient 2 licences, 3 licences, avec des clubs différents. Au moins, on a réussi à finir avec ça.
Je nous demande également à tous les joueurs de vous fixer par rapport au bloc. Ce n'est pas déambuler. Ne passez pas de bloc en bloc comme des papillons. Non, ce n'est pas bon. Faites un bloc. Si ce n'est pas bon, si vous avez le recrutement, si c'est l'agencement que vous allez faire, il faut le faire pour que la pétanque soit ce qu'elle est. Ce sont là les mots de Garba Yaya, désormais ancien président de la Fédération béninoise de pétanque, qui a passé la main à son ancien trésorier général Salim Bionikan. Allez, on va s'intéresser à autre chose maintenant, à cette information en bref pour boucler le tour d'horizon sportif de ce matin. Ça sera justement la dernière note de ce matin. Tennis, on en parle justement pour finir. Cette fois-ci, la petite balle jaune, les sélections nationales U14 et U16 ont dignement représenté. Là, on parle de tennis, justement pas de tennis de table. Les sélections nationales U14 et U16 ont dignement représenté le Bénin au championnat de zone U14 et U16. La compétition a réuni les athlètes des nations de l'Afrique de l'Ouest et du Centre autour d'une compétition relevée et au thème de la compétition. Les représentants béninois sortent avec des résultats solides en individuel comme en équipe face à des adversaires redoutables. Dans la catégorie par équipe, le Bénin termine deuxième sur 6 équipes chez les filles comme chez les garçons. Chez les filles de moins de 16 ans, le Bénin qui finit quatrième sur 7 équipes. Chez les garçons de moins de 16 ans. Au niveau des moins de 14 ans, l'équipe du Bénin a fini sur la troisième marche du podium, aussi bien chez les garçons que chez les filles. Au classement général, la sélection nationale termine quatrième sur 10 pays participants à l'issue donc du tournoi, avec un total de 560 points obtenus derrière des pays comme le Cameroun, le Nigeria et le Togo. Une performance qui confirme la progression constante des jeunes tennismen béninois, tout en accordant du crédit à la qualité du travail de formation qui est en train d'être fait. Et justement, tout ceci vient confirmer une fois de plus l'émergence du Bénin comme nation importante du tournoi au niveau de la zone. Tanguy, on va se retrouver demain. Merci à vous, Candide, pour la présentation de la page de sport ce matin. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et à demain. Mesdames et messieurs, voici mon deuxième invité. De retour en plateau pour recevoir mon deuxième invité, Léon Dousso, enseignant, président de l'association CIFA. Monsieur Dousso, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur Actu Matin. Vous êtes là pour qu'on parle un peu de l'excellence dans les établissements privés notamment. Pourquoi est-ce que c'est l'obsession, l'excellence dans l'établissement privé? On a bien l'impression qu'ils ne réfléchissent qu'à ça. Oui, vous savez, le privé, c'est la concurrence. Et en termes de concurrence, c'est ce que vous avez de plus que votre challenger qui vous donne de la valeur auprès des clients. Mais est-ce que dans le domaine de l'éducation, il faut vraiment en faire une priorité? Oui, c'est une priorité parce que il faut innover dans le domaine sans sortir en fait des programmes, des curricula en place. Il faut trouver les manières pour en fait permettre aux apprenants de mieux assimiler ce qui se fait et satisfaire les attentes des parents. Et c'est là toute la concurrence. Il ne faut pas tomber dans la concurrence déloyale, mais il faut construire de manière à apporter de la plus-value. Est-ce que vous arrivez à faire le lien entre l'excellence recherchée et la capacité, je dois dire, de l'apprenant à supporter le rythme? Parce que parfois, on a l'impression que l'apprenant, il est acculé avec beaucoup de tâches à la fois parce qu'on lui demande des résultats. Non, en fait, il n'est pas acculé. Il n'est pas acculé parce que, vous savez, c'est des professionnels qui font le travail. Okay. Le travail de l'enseignant, c'est un travail de passion. Okay. C'est, comme on le dit, c'est un sacerdoce. Et un sacerdoce appelle à plus d'engagement, comme vous le savez. Donc, l'enseignant déjà engagé étudie l'apprenant qui est devant lui et voit
avec cet apprenant, quel rythme il lui faut. Sauf que on ne peut pas trouver un rythme pour chaque apprenant. Mais dans la globalité, le rythme ne va pas étouffer. Il faut faire le média. On trouve pour faire le job de manière à satisfaire les attentes. Quand ce n'est pas l'apprenant qui souffre, c'est l'enseignant qui souffre aussi. Non, en fait, personne ne souffre. L'enseignant ne souffre pas, il a besoin de résultats lui aussi. Il a besoin de résultats. Oui. Il travaille, il va souffrir quand il ne sera pas en fait engagé. Mais lui, il a conscience de ce que il faut le résultat pour que les parents lui fassent plus confiance et que l'établissement lui fasse plus confiance. Et c'est ça. On a bien l'impression que quand les résultats tombent et qu'ils sont excellents, les établissements s'arrogent à eux tout seuls justement les fruits de ces résultats. Pourtant, on oublie souvent que c'est les parents qui ont souffert dans la poche, soit en payant la fourniture scolaire, la scolarité, ça c'est ce qui est normal même, mais ce qui est davantage plus exigé, c'est les TD et surtout une exigence que je trouve assez curieuse, c'est le recrutement de répétiteurs à la maison de façon systématique. Ce n'est pas systématique en fait. C'est quand on constate que il faut un accompagnement beaucoup plus assidu au niveau de l'apprenant qu'on recommande aux parents de recruter un encadreur à domicile pour revoir avec l'apprenant ce qu'il faut, ce qui est fait à l'école et approfondir s'il le faut avec lui pour qu'il ne soit pas dépassé. On a bouclé déjà le premier trimestre. Hein? Oui. Où en êtes-vous au niveau, donc, je dois dire, de l'exécution du programme et comment ça s'est passé? Oui, le premier trimestre au complexe scolaire CEFA, ça s'est bien passé. Au vu même des performances, quand on prend le primaire, il y a une performance globale de près de 95%, avec près de 96%, environ 96% au CM2. Vous savez, CM2, c'est la classe qui fait parler en fait de tout établissement primaire à la fin de chaque année. Au secondaire, c'est une performance de 94%. En troisième, et globalement, au secondaire, 88%. Donc, l'exécution des programmes en vigueur évolue bien à chaque niveau. Les gens sont, parce que vous savez, le premier trimestre, c'est le trimestre le plus dense. Oui, et j'ai l'impression qu'on veut tout finir parce que quand je prends le cahier de mon gamin à la maison, il est rempli de beaucoup de leçons. J'ai bien l'impression qu'on finit même, je dois dire, le contenu d'un programme avant même la fin de l'année. Non, c'est pas qu'on finit le contenu des programmes. Mais comment ça se passe alors? On a bien l'impression que dans le privé, on est en avance carrément sur le programme du temps. Ah, non, c'est pas le programme c'est pas le temps en fait. Ah oui? Il faut donner l'information à temps et l'utiliser pour la résolution des problèmes auxquels l'information est destinée. Et c'est pour ça que vous allez constater dans le privé, par rapport au public, les cours viennent vite pour que l'apprenant s'entraîne davantage. Parce qu'il ne faut pas payer gros et ne pas avoir les résultats. Vous avez dit tout à l'heure, les parents souffrent. En fait, les parents ne sont pas souffrent, c'est un engagement parental. Ah non, ils souffrent. C'est un engagement parental, ils sont tous parents. C'est une souffrance sérieuse, il faut le dire. Bon, d'accord. Si j'accepte que c'est une souffrance, les résultats viennent consoler. C'est ça. Voilà, en compensation. Et parce qu'ils souffrent, il faut que l'école aussi accompagne pour que les résultats fassent oublier la souffrance. Et c'est ça ce que vous avez constaté. On évolue bien dans les programmes. Oui. On fait même des anticipations. C'est justement ça. C'est ça que vous voyez en disant que on a rempli les cahiers. Oui. Non. C'est quoi l'anticipation alors? Quand on constate qu'on a la possibilité d'avancer plus que la progression initialement établie, on avance. Ce qui va être fait en janvier, par exemple,
Si vous constatez que c'est possible de faire ça en décembre pour permettre à l'apprenant de mieux approfondir cet apprentissage, il faut le faire. Et c'est ça. Est-ce que ça ne secoue pas un peu l'apprenant quand on est un peu sur l'anticipation, comme vous le dites? Les séances d'intégration donnent un peu de souffle à l'apprenant qui, comme on le dit, revient sur ce qui est appris et assimile mieux. Il y a certains établissements qui adoptent cette stratégie de vite finir les programmes, quitte à faire des exercices d'application et autres avec les apprenants vers la fin de l'année. Est-ce qu'elle est pertinente, cette option? Mais ça dépend. Ce n'est pas parce que l'établissement A procède comme ça qu'il faut procéder ainsi dans l'établissement B. Parce que vous avez un type d'apprenant devant vous. Si les apprenants ont le pli, vous avancez. Mais vous ne pourrez pas avancer en laissant les apprenants derrière pour dire, bon, vous voulez juste finir le programme. Non. L'objectif n'est pas en fait de finir le programme tout en laissant les apprenants en rade. Non. On a remarqué que certains établissements privés, sur le temps, gardent le cap de l'excellence. Vous avez fait 25 ans. Déjà, pourtant, vous êtes au top niveau. C'est quoi le secret? Comment ça se fait? Le secret, c'est le travail au quotidien. Comment? Travailler au quotidien, c'est voir qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas tomber. Parce qu'une chose est d'atteindre le top. Mais le plus difficile, c'est de se maintenir. Et c'est ça qui donne le travail. Il y a le travail individuel, le travail collectif et surtout la complicité avec les parents. Oui, c'est capital. La complicité avec les parents pour le suivi de ce qui se fait. Dès qu'on constate qu'un apprenant, j'ai dit tout à l'heure qu'au CM2, on a environ 94%. Oui. Du coup, les remédiations doivent se faire avec les parents le plus tôt possible pour que les 100% soient toujours obtenus au CEP. Oui, allez-y. Ainsi que dans les autres classes aussi. La troisième, c'est la même chose. Donc, c'est le travail au quotidien et la complicité avec les parents qui nous permet de garder le cap. Et en cela, je vois que la grosse charge revient aux enseignants. Est-ce qu'ils arrivent à suivre le rythme? Oui, les enseignants arrivent la pression. En fait, ce n'est pas une pression. C'est un rythme que nous adoptons, en fait. Que l'établissement adopte. L'association, par le biais du conseil d'administration, suit avec, je ne dirais pas beaucoup de rigueur, mais avec sérieux ce qui se fait. Et s'il y a des réajustements, on les fait très vite pour qu'il n'y ait pas de faille par la suite. Parce que quand un maillon va faillir, toute la chaîne sera en difficulté. Voilà. Est-ce qu'il y a un programme de suivi, je veux dire d'évaluation? Oui. Il y a des évaluations qui se font. Il y a le personnel qui fait une évaluation de l'administration. En quoi est-ce que c'est pertinent? C'est pertinent parce que quand vous travaillez et ceux avec qui vous travaillez, il faut voir leur état d'esprit et prendre aussi leurs propositions par rapport à ce qu'ils doivent exécuter. Comment eux-mêmes ils pensent faire pour que les résultats attendus soient obtenus. Et là, vous leur dites voilà ce que nous pensons et ensemble, vous retenez la formule qui satisfait tout le monde. Vous avez dit qu'on évalue l'administration. Comment est-ce que c'est possible? C'est l'administration qui emploie, non? Justement, quand je parle d'évaluation de l'administration, il y a des fiches d'évaluation qui sont mises en place. Le personnel en situation, le personnel enseignant donne en fait son avis de la pratique de l'administration, de la gestion qui est faite. Et l'administration prend cela en compte comme une évaluation pour revoir ce qui doit être revu. Alors, nous abordons déjà le deuxième trimestre. Ça a déjà commencé déjà depuis le retour des congés de fête de fin d'année. Oui.
quels sont les éléments qu'il faut mettre en place pour justement faire de ce deuxième trimestre encore un trimestre d'excellence? Oui, il faut s'appuyer sur les imperfections constatées au premier trimestre, organiser les remédiations pour que l'excellence puisse être maintenue. Chez vous, l'accent sera mis sur quoi particulièrement? L'accent sera mis, j'ai dit tout à l'heure qu'on est à un taux global de 88% au secondaire et globalement on est à 94% au primaire. Donc il faut viser en fait les 100% au deuxième trimestre, et ce sur quoi il faut mettre l'accent, c'est les éléments qui ne prennent pas encore. Je parle des apprenants qui ne prennent pas encore, associer les parents pour que on ne tombe pas encore dans les... Il y aura des programmes spécifiques pour eux, c'est ça? Oui. Ça veut dire on associe les parents. Ça veut dire que c'est un autre travail pour l'enseignant. Oui, c'est un autre travail pour les enseignants. Parce que quand vous constatez que vous avez un objectif que vous n'avez pas encore atteint, vous allez faire volontiers, vous redoublez d'efforts. Quel sera le rôle des parents à ce stade-là? Le rôle des parents, c'est d'être accessible, à l'écoute et de suivre les recommandations des enseignants et de l'administration. Il y a un gros défi aujourd'hui avec les enseignants, et ce n'est pas seulement les enseignants. Je crois qu'on a un problème sérieux en notre génération avec le téléphone portable. Bien sûr. Comment vous arrivez à gérer ça? Aussi bien au niveau des enseignants qu'au niveau des apprenants aussi. Voilà. Vous savez, le téléphone portable aujourd'hui permet de faire beaucoup de choses. Oui. Mais dans le même temps, ça crée beaucoup de dégâts. Ce que nous faisons, c'est sensibiliser à l'utilisation responsable du téléphone portable. Les apprenants n'ont pas accès au téléphone portable au sein de l'établissement. Est-ce que cette règle n'est pas déphasée avec le contexte actuel où ailleurs les gens ils vont dans l'établissement avec des tablettes, des outils numériques qui leur permettent de faire la formation de façon rigoureuse et d'être plus au fait même de l'actualité? Justement, là c'est une très bonne vue de la situation, mais vu ici, notre contexte, j'ai parlé tout à l'heure de la sensibilisation à l'utilisation responsable du téléphone portable. Si on permet à l'apprenant aujourd'hui de commencer à utiliser le téléphone portable en classe, pendant que tout le monde est appelé à travailler sur un site, vous aurez des apprenants qui seront sur des sites de loisirs. Et le temps d'aller découvrir que des gens sont dans une certaine déviance, ils sont déjà très loin. Mais l'enseignant qui sait ce qu'il veut dans le téléphone portable, ça ne veut pas dire que le téléphone portable remplace les fiches. Non. Il sait ce qu'il veut dans le téléphone portable. Peut-être que c'est une image dont il a besoin. Dont il a besoin avec des couleurs ou même un documentaire. Et il pourra faire... C'est vrai que nous n'avons pas encore installé le matériel de projection dans les salles pour que cela soit projeté, mais il pourra montrer aux apprenants. Là, il peut utiliser le téléphone portable, mais pas utiliser le téléphone portable pour venir faire les recherches en classe. Non. Donc pour vous, il faut faire une mesure dans l'utilisation du téléphone portable. Comment s'annonce l'année? Très bonne. Ah oui? Vous êtes très tranquille, je vois. Très bonne parce que nous avons conscience que tout l'ensemble, moi, je ne suis que président du conseil d'administration, je n'interviens pas directement dans l'établissement, nous avons à charge la gestion de l'école, mais nous devons suivre, et comme ça a bien commencé au premier trimestre, rester dans le même rythme avec l'administration, avec le personnel, tout en échangeant avec eux, et c'est positif. C'est pour ça que j'ai dit,
l'année s'annonce très bonne. Bon ben moi je vais vous souhaiter bonne chance. Merci beaucoup. Léon Douceau, merci d'être venu. Vous êtes président du comité, enfin président de l'association CEFA, hein, c'est ça? Oui, président de l'association CEFA, président du conseil d'administration. Merci beaucoup d'être venu sur mon plateau. Merci beaucoup à vous. Très bonne journée, du bonne courage journée à vous. Aussi. Merci. Mesdames et messieurs, on va passer maintenant à la régie. Je vais vous proposer de suivre un magazine, le temps pour nous d'installer les débatteurs. Nous sommes ici à Rouegbo, dans une plantation de papaye d'environ 5 hectares. À la forme et à la taille des fruits sur les papayers, on devine déjà une récolte imminente. Et surtout, une saison relativement bien réussie. L'homme derrière ces richesses en suspension, c'est lui, Mathias. Grand agriculteur et passionné par son métier. Mathias ne fait pas que dans la culture de la papaye. Il fait un peu de tout, jusqu'aux céréales et autres produits vivriers. Mais aujourd'hui, il veut bien nous montrer tout le travail et le long processus qu'il y a derrière ces papayes dites solo, jusqu'à la revendeuse qui nous l'offre dans nos plats. Tout commence ici, une sorte de laboratoire où tout se met en place. Des pépinières sont créées à partir des pépins sélectionnés avec rigueur. Protégés et bien arrosés, de jeunes plants poussent une dizaine de jours après la mise en terre de ces pépins. Autour d'une quinzaine de jours, les plants ne sont toujours pas suffisamment grands pour être mis en terre. Pour leur offrir plus de chances de survie, l'agriculteur les transplante dans des sachets remplis de terre enrichie. C'est pour les isoler et leur offrir plus de chances de croître en ayant à disposition l'essentiel nutritif pour le bien-être. Uno hablo pépinière. Nous avons sachet, nous avons deux sachets. Nous avons deux pépinière, comme voto. Nous avons deux sachets, mais nous avons gagné. Nous avons comme voto, nous avons transféré sachet. Nous avons 3 semaines. Nous avons deux coquilles. Fianto, nous avons deux fianto de dollars. Je me l'ai dit. Dans ces sachets, les plants passeront une quinzaine de jours à nouveau. Soignés et bien entretenus, ils sont prêts pour aller chercher par eux-mêmes dans la terre directement les nutriments pour leur croissance. C'est le moment de la mise en terre donc. Déjà s'est écoulé environ 1 mois. Dans le champ, il faut multiplier les soins, sarcler quand les herbes poussent un peu trop, lutter contre les éventuelles agressions des insectes et autres bestioles qui peuvent compromettre la vie des plantes. Cette phase peut prendre de longs mois. Ama eu 9 mois et donc août passé août 2021 et
ga obe ti be je mi ji de ra be bo di do mi no ba gbe to de o àmọ́ mi no yan pe nu mele mo no gunu ye mi amodo mi ko do kwedi bo ye wa mi na so ye lo kan mo imo ya ro gugu do ko ro nu ba da si to geology feed ma so mi yan ton ro feed mo do zun ka lo na ku kwa di yan a wa semaine de me ale mo mi yan ton to gbe to jina kwa donc e ma gunu ye bo so me re ko do kan itan ye no si blu me ya. Lo glezo de no wa le nye suno mo aso ato mo blogbon ato ka kuno gbeto no to kham kuno gbeto no to do ndo glezo si on no mo gbeto mo blo jeun donc nche de ngo do nche de be ko ti zun kamele pon eti mo mi pon cadê de melé não hablo suivi no minga fatal bon asida nya jiji me po me na yoro monsieur Mathias fitiari ba na do mi no file be mi no kleto eleji mi na si mo wejinya bo ko ire no ai gleji amo iro file. Ton support dinchi jinukun le ledo won uve ide me wan sin lori ji o si jado kan me mi no ba de we o bon et si do fiant ne we c'est fini superficie 4 hectares de fidi donc ça fait 10 000 pieds donc atin le po na mi 1000 francs ko do 10 millions de fidi on calcule le bo non do point ta. Si le producteur a de bonnes raisons de s'accrocher à cette production, l'administration locale en a bien plus. La papaye est l'une des marques déposées de Rouegbo dans le domaine de l'agriculture. Elle vient en effet en 3e position après la banane et le maïs. Vous savez, nous sommes le grenier de l'Atlantique. Ça veut dire que nous cultivons tout ce qui quitte la terre, que la terre peut produire. Nous manipulons beaucoup plus la terre. Et nos agriculteurs, ils ont compris qu'il faut diversifier les activités. À part les bananes et autres, ils ont compris qu'il faut encore les papayes. Et ils ont adopté les papayes sur les spécialités qui peuvent faire attirer la clientèle pour le bien-être du département. La mairie tire son épingle du jeu à travers les tickets. Les chargements, tout ce qui concerne nous maîtrisons les tasses en ce qui concerne les agricultures pour pouvoir s'en sortir. Je peux vous informer que le marché de Rouegbo, qui est la plaque tournante de tous ces produits que fournissent la commune, c'est le premier de l'Atlantique. Donc aujourd'hui, le marché est là, le marché d'écoulement est là, et ils s'en sortent. Les gens quittent n'importe où, du mono, glazoé, n'importe d'assa même, pour venir s'approprier de la banane, du papaye à Rouegbo. Donc ils s'en sortent, le marché est là, quand vous produisez, vous vendez. Et moi, tout le monde est tessel. Et ouais, il y a deux tessel. Ouais, des quoi tombe, donc quand il me dit, trop de 120 000 ça, on va aider. À moi, il y a abonné, et ouais, qui support quoi on pas. Voilà, quoi on va do. Et on va quand même 70 000. À moi, trop de 120 000 on va aider.
bon ouais non do wana le couton de yo et toi moi ti bouger no do mais ati les gléton une fille asi le 50 hectares et na kuta pede ayi no hoje wa kuta no je no go si e be so ganji fi di 4 ne on et no do we par jour ay hondo po et no do po en tout cas et no sakwe Les gens viennent prendre en bâcher, en tricycle et autres pour aller desservir les autres communes comme les airs et autres. Mais le fibre cadre dit mais là il a choisi maintenant le temps faut quand même bona kuta nous pengle mi no lei ba wa pon e wa finu gbogbo apon e mo a pengle lo fi bo lo fi te kan kuta do bon plan e igleche lo poji fi ne lo vide o mi yi bo yi un ko fi tan bo yi bodo mi na kuta nu mi kaka je din o mi ko se ko de a e to yin gbeta e me ma de a we zon o e to yin do a ye a blo ne po mo yi o me re tun wa voilà. Beta bo mi atobore mi madoli ni lopo a e no aje nu pe lo ji din ton po mo e gbo fon e no fon do meton ji mo mo no a le mawo na de me e no ni meton. Le monde des producteurs de la papaye à Ouagbo reste ouvert et non organisé. Chacun court dans son coin pour essayer de produire autant qu'il peut, ce qui complexifie les interventions techniques. Mais le producteur ne semble pas en faire un problème outre mesure, accroché au temps et aux moyens très aléatoires de sa condition de producteur. Tant qu'il pleut et que la récolte est vendue, le monde va déjà bien autour de lui et ça le suffit. Dans tous les médias de service public, nous tenons rigoureusement, dans cette période électorale, le scrupule et le souci de l'honnêteté, de l'objectivité et de la véracité. Nous nous interdisons la publication de propos ou de déclarations qui ne sont pas de nature à favoriser le dialogue. Dans tous les médias du service public, nous nous conformons au respect strict de la déontologie et aux exigences de l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens. Dans tous les médias, nous nous conformons au respect strict de la déontologie et aux exigences de l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens. En outre, nous restons collés à l'obligation de l'accès équitable des partis politiques, de la société civile et des citoyens aux médias du service public. Les lignes haute tension alimentent nos foyers, mais elles peuvent devenir mortelles si leurs emprises sont occupées. Une emprise, c'est la zone réservée pour installer, entretenir et réparer les lignes électriques. Sa largeur dépend de la tension et du type de route. Libérer les emprises, c'est éviter les coupures, sécuriser les installations et protéger la population contre les accidents. Occupation illégale égale danger, électrocution, incendie, coupure massive. Avant toute activité près d'une ligne, demandez un permis, informez la SB2E et respectez les consignes de sécurité. Libérer les emprises, c'est protéger des vies et garantir l'électricité pour tous. Ensemble, faisons de la sécurité une priorité. La SB2E, des femmes et des hommes à votre service, 24 heures sur 24. C'est le temps du débat avec les débatteurs. Je rappelle qu'on va évoquer ici les enjeux liés justement à la présidentielle
d'avril 2026. J'ai un plateau Ouliette Sanoussi. Ouliette, bonjour. Bonjour Tanguy. Le riche, bonjour. Bonjour Tanguy. Alors, on a, semble-t-il, quand on écoute un peu, je dois dire, les acteurs politiques, quand on voit un peu comment le processus a été conduit, on a bien l'impression que le duo Wadaï Talata a un boulevard devant lui, Ouliette Sanoussi. Effectivement, le duo Wadaï Talata a un boulevard devant lui parce que nous savons déjà que il fait partie des duos. Ce duo Wadaï Talata fait partie du duo. Et puis en même temps, c'est un favori. C'est un duo favori parce que là, on a deux duos, Wadaï Talata et on a Roupé et Rouanou. Alors, le duo Wadaï Talata est favori parce que là, on se dirait même que pour cette élection, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire parce que déjà, le duo est partant favori. Il y a le fait que c'est Wadaï Talata, ce duo, a également devant lui des militants qui vraiment, s'ils arrivent à mettre le paquet, lui donnent déjà cette chance. Vous avez l'impression aussi que c'est un duo parti favori, boulevard devant lui? Oui. C'est plutôt le thème qui me paraît plutôt un peu anecdotique quand vous parlez d'enjeux pour 2026. Je ne parlerai pas de boulevard, mais je dirais plutôt qu'il faut d'abord consulter, revoir les scores des élections législatives qui sont passées récemment pour comprendre si nous sommes face à un boulevard ou si nous sommes déjà dans une élection pliée dans une certaine mesure. Quelle est votre lecture à vous à partir des chiffres? Nous avons deux personnalités portées par plusieurs partis politiques, et je vais nommer Romiadou Wadani et Mariam Tchabi Talata Zimé, qui sont portés, ce duo bien évidemment, qui sont portés par l'Union progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain, Moël Bénin, RN qui est rentré désormais dans l'UPR, voilà. Donc, quand vous voyez tout ceci ensemble, tout ce groupe-là déjà ensemble, et quand vous voyez le score qu'ils ont pu faire déjà pour les législatives, même si deux élections ne se ressemblent pas, on peut déjà se poser déjà des questions sur les forces ou les chances, les capacités du camp d'en face. Le camp d'en face, justement, je veux parler du duo Rako Rouanou et notre ami qui se retrouve encore à la tête de la FCBE, qui veut toujours montrer que la FCBE est un parti de l'opposition. Bon, je dis toujours ceci parce que chaque fois que nous pensons à ce parti de l'opposition qui a fait des accords avec les partis de la mouvance, on se demande toujours quelle est sa vraie couleur. Certains ont parlé de caméléon. Je dis, bon, moi, je ne dis rien, j'observe simplement. Regardez un peu la FCBE dans sa constitution aujourd'hui. Quand vous regardez son score pour les dernières élections, c'est vrai que je l'ai dit tout à l'heure, deux élections ne se ressemblent pas. Ce sont des élections législatives, certes, mais déjà, ça peut permettre de jauger la capacité, de voir la force de frappe et de connaître les bastions forts de ce parti politique. Est-ce que la FCBE a fait un score capable d'inquiéter? Je crois que non. Est-ce que la FCBE aujourd'hui représente une force sensible pour pouvoir effrayer, inquiéter le camp d'en face? Je dis aussi non. Est-ce que... vous ne pouvez pas présumer vous l'avez avancé tout à l'heure. Deux élections ne se ressemblent pas. Je suis analyste politique. Je suis analyste politique. Je n'ai pas à aimer un parti ou ne pas aimer un parti. Donc, mon problème, c'est d'analyser les faits. Et les faits sont là. Je suis en train d'analyser à l'aune des dernières élections, organisées. C'est vrai que deux élections ne se ressemblent pas. Mais quand déjà, on voit... Comme on le dit, pour savoir si samedi est meilleur, il faut observer vendredi. C'est vrai que comparaison n'est pas raison, mais aujourd'hui, quand vous regardez le camp FCBE avec les militants, je sais que c'est un parti de force, je sais que c'est un parti qui a des potentialités, je sais qu'il y a assez de militants qui travaillent de bout en bout. Je ne tente pas à les sous-estimer, non, mais je regarde la réalité des faits. La plénitude de la force des FCBE aujourd'hui, est-ce qu'elle pourra combattre l'arsenal qui est sur le terrain et que représente l'ensemble UPR, BR, Moël Bénin, même si on sait que Moël Bénin, aux dernières élections aussi, a fait un score matraqué. Moël Bénin aux côtés du BR,
de l'UPR, est-ce que véritablement la FCBE a une chance? Paul Rompé, c'est vrai que j'admire sa ténacité, j'admire sa témérité, j'admire son sens de stratégie, parce que c'est pas stratégie justement qui s'est retrouvé là, parce qu'on a vu, il s'est réclamé de l'opposition, mais il a trouvé la bonne stratégie, la bonne formule pour pouvoir avoir les parrainages dont il a besoin pour aller aux élections. Donc j'admire sa stratégie, j'admire l'homme politique, l'animal politique qu'il y a derrière Paul Rompé, mais disons les choses telles qu'elles sont. À la lueur des dernières élections, est-ce qu'aujourd'hui, nous allons dire que la FCBE a véritablement des chances? Ne me dites pas que c'est le parti qui a peut-être courbé les chines. De l'autre côté, je vais parler des démocrates, qui va leur apporter son soutien. Je ne sais pas. En tout cas, on dit, le mot jamais n'existe pas en politique. Mais qu'on le veuille ou non, quand nous regardons tel que ça se présente, je vais vous parler de boulevard. Mais moi, je dirais que non, c'est une voie 40 carrément, s'il vous plaît. Oui, Franck, bonjour. Bonjour, Tanguy. On parlait en votre absence de la présidentielle d'avril prochain. On s'interrogeait sur, mettons, les chances des deux duos en place. Ceux qui sont de la mouvance pensent qu'ils ont un boulevard devant eux. Oui, on peut le dire, parce que quand vous voyez le tableau que nous avons devant nous pour la présidentielle, nous avons... dans tous les cas, nous avons un parti d'opposition, Paul Rompé. Ces dernières années, nous avons vu que c'est vrai, cette formation politique a été résiliente dans le temps, mais n'a pas fait trop de percées au plan politique. Donc, ceux qui disent que le boulevard est ouvert pour le duo de la mouvance, c'est peut-être à raison, parce qu'ils se disent là le challenger en face n'a pas trop de poids. Mais attention, nous sommes dans un environnement politique où nous connaissons un peu disons la mentalité des Béninois. Personne n'avait prédit en 91 je crois, ou en 96 peut-être le retour de 96, le retour de Mathieu Kérékou. Tout est dans la façon, la stratégie que va développer la FCBE, qui se retrouve aujourd'hui être le parti d'opposition qui doit affronter le duo de la mouvance. Donc tout peut se jouer sur le terrain, ça dépend de comment, de quel message on passe aux populations et tout, parce que en l'absence du parti Les Démocrates, dont le duo de candidats a été invalidé par la Cour constitutionnelle, en tout cas les populations devront faire un choix. Ceux qui ne sont pas pour en tout cas le dauphin ou le duo de la mouvance devront faire un choix, et le seul choix qui s'impose à eux, c'est la FCBE. Donc je pense que l'enjeu également réside à ce niveau-là. C'est pourquoi on ne devrait pas dormir sur ses lauriers du côté de la mouvance et dire, écoutez, le boulevard est déjà ouvert, le boulevard est tout balisé pour remporter cette élection. C'est vrai qu'à leur actif, il y a tout ce que Patrice Talon a fait, qu'ils pourront vendre lors de la campagne pour la présidentielle, mais tout reste à jouer sur le terrain. On verra bien ce que ça va donner. Eric, bonjour. Bonjour Tanguy. Oui, les enjeux. Écoutez, toutes les élections ne se ressemblent pas. Je pense qu'il y a toujours des effets de surprise qui pourraient venir justement à tout moment. Déjà à la lumière de ces législatives, on ne s'attendait pas à ce que les démocrates allaient faire ce score. Et c'est bien réel. Je pense aussi que nous avions vécu par le passé des élections où des candidats qui se mettaient vraiment en pôle position se sont rendus compte que la réalité était tout autre. L'exemple de 2016 est là. Boni Yaye est son candidat, et justement, et tout le staff qu'on voyait justement en démonstration pensait véritablement pouvoir gagner les élections. Et ce ne fut pas le cas. Donc, je pense que tout le monde est au point départ, que ce soit le duo de la présidentielle comme le duo du parti La Force Courée pour un Bénin émergent. Tout le monde est au point départ, et c'est le peuple qui va juger. C'est vrai que quand on prend les scores que nous avons pour les législatives, on pourrait se poser une question. Si les citoyens ont voté massivement pour les partis de la mouvance en donnant une majorité à la gouvernance de Patrice Talon, puisqu'il est toujours là, il aura besoin justement encore, une fois que les députés seront installés, ces députés pourront encore légiférer pour quelques mois avant son départ. Eh bien, c'est pour une raison. On pourrait
dire que la raison, c'est bien pour une continuité de ces dynamiques. Voilà, parce que on ne vote pas massivement pour avoir une majorité, pour une gouvernance, pour autre chose. Voilà, on voudrait alors donc que les actions continuent. Alors, cela pourrait avoir aussi un effet de continuité sur le choix porté par la mouvance dans le cadre de ces présidentielles. C'est des questions d'hypothèse, Tanguy. Donc, on n'est jamais sûr à 100% dans une élection. Donc, on peut partir de là et estimer que il y a des positions assez confortables pour le duo de la présidentielle. Cependant, comme nous l'a révélé ici sur ce plateau un prophète qui prophétisait, c'est que, bon voilà, peut-être la veille, qui sait ce qui va se passer dans l'esprit des Béninois pour que les choses changent autrement, voyez-vous. Donc je pense que on n'est jamais à l'abri des effets de surprise dans le cadre d'une élection. Il faut compter sur la surprise, mais pour une présidentielle, on sait combien la présidentielle est quand même un rendez-vous électoral d'enjeux majeurs, surtout avec la focalisation que cela suscite en matière donc d'attention, etc. et d'enjeux. Les FCBE peuvent-ils faire le miracle? Je dirais de façon péremptoire, non. Je le dis au regard de beaucoup de choses. Observez. Vous avez aujourd'hui deux partis de la mouvance présidentielle, je vais nommer l'Union progressiste et le Bloc républicain, qui se sont partagés les 109 députés. Premier aspect. Donc, ces 109 députés ont des bases. Ils vont travailler pour justement la majorité. Généralement, laissez-moi terminer. Béninois, quand ils votent pour laissez-moi terminer. Nous faisons nos analyses à l'aune des faits et non de façon magique ou peut-être un abracadabrique. Non, vous savez, c'est des faits réels. Et le comble de ces deux parties encore, c'est que ces deux parties encore vont se partager. C'est des faits réels. Oui, c'est des faits réels. Ces deux parties vont se partager encore la quasi-totalité des maires. Vous voyez, quand nous faisons des analyses, utilisons ce qui est là, comme tableau qui se présente à nous. Quand vous avez ces deux, je ne prends que ces deux aspects pour l'instant. À partir de ces deux aspects, observez un peu un parti FCBE, d'accord, qui veut maintenant grignoter sur ce tableau des 117 communes, d'accord, sur ce tableau des 24 circonscriptions électorales, alors que vous voyez un peu l'arsenal dont dispose le camp d'en face. Est-ce que la FCBE pourra faire des miracles? Moi, je pense que la FCBE ne fera que le score qu'il pourra faire. Mais entre nous, je ne veux pas je ne veux pas conjecturer, mais je dirais simplement que nous risquons d'avoir le second légendaire KO. Je l'estime. Je dis c'est possible. C'est une éventualité et je risque. Je pense crois quand même que je vais rejoindre Ulrich quand il dit que la FCBE n'a pas de chance. Hein. Je le rejoins quand on voit. Vous vendez facilement la peau de l'ours. C'est vrai qu'il peut y avoir des surprises, mais est-ce que les surprises nous permettront d'avoir une FCBE au-dessus? C'est ça d'abord le problème. Franck? Non, les élections, il faut attendre toujours l'issue pour comprendre, pour voir ce que ça va donner. Moi, je ne dirais pas que la FCBE n'a pas de chance. On peut toujours avoir des... Qu'est-ce qui peut aider FCBE aujourd'hui à vraiment renverser la vapeur aujourd'hui dans le contexte là? Non, vous savez, il y a une évidence. C'est que le départ de Patrice Talon et puis le choix d'un duo qui montre que quand même il y aura alternance au sommet de l'État, ça peut jouer beaucoup pour le camp présidentiel. Maintenant, ce qui peut jouer en faveur de la FCBE, si la FCBE peut surfer sur les différences du régime et savoir, disons, utiliser les arguments... Mais FCBE a surfé là-dessus pour la législative. Je ne vais pas vous rappeler les résultats. Hein. Non, mais c'est deux élections différentes. D'accord. Les deux élections ne se ressemblent pas en effet. Oui. Et il faut savoir que la FCBE reste toujours ancrée dans la tête de certaines populations comme étant un parti qui, par le passé, a fait quand même son petit bonhomme de chemin, un parti qui était très puissant au plan national et tout. Et donc, la FCBE pourra bénéficier de tous ces atouts-là si ils ont également les moyens pour faire le tour. Parce que c'est de cela aussi qu'il s'agit. La mouvance est une grosse machine. Il y aura beaucoup de moyens qui seront déployés pour aller dans le fin fond du Bénin pour aller passer le message. Je me demande si la FCBE a les reins solides pour le faire. Maintenant, s'ils trouvent les moyens véritablement
d'aller loin, de passer le message. Je pense que dans le choix pourra s'imposer aux populations comme étant un homme nouveau, un homme de type nouveau, un duo de type nouveau qui peut apporter et renverser totalement, disons, la stratégie de la rupture. Parce que ce que les gens reprochent à la rupture, généralement, on dit absence de social, les méthodes de talent sont trop dures. Et s'ils arrivent à démontrer, à rassurer les populations que la méthode sera en griffe un peu souple et qu'on pourra... Comment ils vont faire? Ils vont prier Non, nous sommes sur le terrain politique. Et donc s'ils arrivent à le faire, ça pourrait leur marcher. Quels pourraient être les arguments qui vont aider les FCBE à s'en sortir? C'est pas ce qui manque. C'est pas ce qui manque. Je pense que sur le terrain politique, chacun vient avec ses armes et ses moyens. Et pour gagner le combat, la force Curie pour Bénin émergent devra présenter une offre qui soit différente de celle que nous avons jusque-là et faire savoir que là où il y a des insuffisances, ils ont les moyens justement de remédier à ça. Vous savez, ça me fait penser à l'histoire de David et Goliath. Vous savez, personne c'est ne qui pouvait... Goliath? On sait, Goliath ici. C'est qui David? David, c'est la force qui répond et Goliath, c'est le vieux président. Je ne connais pas l'obédience religieuse de... Alors, non, c'est une caricature des forces que nous avons en présence, justement. On n'a pas besoin de... C'est juste pour charité. Voilà. Donc, c'est une caricature des forces que nous avons en présence. Et nous connaissons l'issue de l'histoire, justement. On n'est pas dans la Bible, mais bon, nous sommes sur le terrain politique et voilà, les choses peuvent arriver. Tout comme, et ça je reviens là-dessus, quand le riche parlait des faits. Mais écoutez, avant le 11 janvier, en tout cas dans les analyses, on se disait que, écoutez, avec ce discours de plus en plus fort du côté démocrate et qu'on observe aussi au niveau de l'opinion, que les démocrates allaient véritablement, fait mal. Mais ça n'a pas été le cas. Ça, c'est de fait. Et c'est une surprise d'une élection aussi, voyez-vous. Donc, on se disait que, mais dans les bureaux de vote, quoi qu'en soient les situations, on allait voir le logo de LD un peu partout, en tout cas. Mais jusqu'à la dernière minute, on a vu le comportement de nos concitoyens, justement. Donc, est-ce qu'il faut se tabler sur ça pour voir ce qui va se jouer pour les présidentielles? Non. Je pense que tous les candidats doivent garder à l'esprit que le seul détenteur du pouvoir, c'est le peuple. Jusqu'à la dernière minute, tous doivent justement garder à l'esprit que tout peut se jouer et tout peut changer, justement. Donc moi, je pense que ce soit le duo présidentiel ou le duo de la force Curie pour un Bénin émergent, nous attendons leurs offres. Ça va être déterminant pour nos concitoyens. Les jeux sont 50-50. Oui, point de départ. C'est une compétition électorale. Comme on dirait en football. C'est une compétition électorale. La balle est ronde pour tout le monde. Oui, c'est une compétition électorale. Mais ça dépend de celui qui a la bonne technicité. Oui, ça va se jouer là. Il faut jouer sur cet aspect. Ça va se jouer à ce niveau. Parce que ça me fait penser aussi à quelque chose, Tanguy. Si vous posez la question à un certain Sébastien Adiavo en 2016, il vous dira, écoutez, qu'il a mis tous les moyens, qu'il a fait tout ce qu'il faut pour gagner les élections. Et ça n'a pas été le cas, justement. L'autre enjeu majeur, et lorsqu'on en a à la lumière des statistiques de ces dernières élections, je pense que c'est le taux de participation. Il faut y travailler. Est-ce que c'est un enjeu vraiment? Est-ce que c'est pas un élément déterminant de la validité d'un vote au Bénin? Donc, même s'il y a 3 personnes qui sortent, qui vont voter, la Cour proclame les résultats et puis tranquillement. Oui, mais ça nous fait poser des questions sur le fait que les gens ne s'intéressent plus, s'intéressent de moins en moins aux questions d'élections dans notre pays, et que les populations se disent je n'ai rien à foutre. Ça, c'est pas bien pour notre pays, pour un pays qui est en train de faire des efforts pour se développer et tout. Lorsque le moment vient de choisir un dirigeant, on devrait avoir beaucoup d'expressions de suffrage, beaucoup de personnes qui doivent sortir pour voter. Cela prouve qu'on est allé, vous pouvez aller dire non, vous pouvez aller dire oui, mais c'est important pour les gens de sortir. S'ils ne sortent pas, je pense que sociologiquement, et c'est ces dernières années que nous avons constaté cela. Est-ce que c'est lié à notre nouvel écosystème politique? Est-ce que c'est lié, disons, à d'autres facteurs? Je pense que les sociologues et tous les spécialistes des questions électorales devront travailler pour déterminer les causes réelles. Il y a l'élection présidentielle de
2001, je crois bien, où on a parlé de match amical, parce que le deuxième et le troisième avaient désisté. Il y a donc cette élection qui a quand même montré au deuxième tour ce comportement assez curieux de l'électeur béninois. C'est-à-dire que quand, dans la configuration, je dois dire, des candidatures, il n'a pas l'impression d'une liberté de choix. Parfois, il veut vaquer à autre chose. Et je me réfère justement à cette élection pour rappeler que quand, dans le contexte, l'électeur ne se sent pas, enfin, dans toute sa liberté pour faire son choix, il peut avoir ce comportement qu'on est en train de constater. Mais bien évidemment, il y a d'autres facteurs qui peuvent aussi appuyer justement cette retenue-là qu'on a observée chez l'électeur le 11 janvier dernier. Bon, les autorités et structures vont certainement y travailler afin de sortir les gens le 12 avril prochain pour leur devoir civique. Peut-être même que l'Assemblée aurait eu le temps de faire un vote, une loi pour obliger désormais les gens expressément à aller voter. Si c'est peut-être à ce niveau que je me dis aujourd'hui, est-ce que dans la conscience des gens, on n'est pas en train de s'adapter à ça? Vous savez, la peur au ventre qu'on avait quand on évoquait la question du taux de participation, ce n'est plus forcément le cas aujourd'hui. Enfin, que le taux soit élevé ou bas, j'ai le sentiment que ça ne fait plus ni chaud ni froid. Enfin, oui, accepté. Mais quand vous voyez... Accepté, parce que nous, au moins, on en parle sur le plateau. Ça s'arrête là. Oui, les gens en parlent. Ça s'arrête là. Alors, quand vous voyez même les acteurs de premier plan, justement, qui devraient prendre à bras le corps... C'est vrai qu'il y a la crainte. Qui devraient prendre à bras le corps cette question, vous voyez que ça avait beaucoup de passivité. Voilà. Et puis, on passe à autre chose. Oui, c'est vrai qu'il y a la crainte, mais il y a aussi la frustration qu'il faut lire sur certains visages. Certaines personnes se sont senties, disons, mises à l'écart, mises en marge à travers certaines lois qui ont été votées, nous l'avons dit plusieurs fois sur ce plateau, dont je pense qu'il faut travailler plutôt, au lieu de mettre du forcing, il faut travailler plutôt à réconcilier tout le peuple autour de ce qu'est l'actualité politique, autour de ce qu'est c'est que le vivre ensemble. Et quand vous parlez justement du thème qui nous a réunis, moi je dis, je veux bien voir la FCBE faire un score intéressant. Ben, je dis, les faits sont là, nous verrons bien ce que ça va donner. Il y tient. J'y tiens. On va organiser un autre débat demain sur les faits. Les faits. Merci beaucoup. Allez, monsieur, bonne journée à vous. Merci d'avoir été là. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Très bonne journée à vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Fraternité indique ce matin qu'un nouveau marché de friperie est désormais en service à PK3 dans le quartier Akpakpa à Cotonou. Ce nouveau centre commercial qui a été inauguré le vendredi 23 janvier 2026 accueille déjà ses premiers usagers. C'est une infrastructure moderne construite pour remplacer l'ancien marché de Misebo. Le site séduit par sa modernité et son organisation, même si les commerçants restent partagés entre soulagement et attente. À Kokokodji, la démolition du marché ne fait pas l'unanimité. Si certains commerçants saluent la mise en service d'un nouveau site moderne et sécurisé, d'autres dénoncent une transition brutale marquée par la destruction de leurs boutiques sans accès garanti aux nouveaux emplacements. Déduction de Matin Libre, Misebo ne meurt pas, il se réinvente. Avec La Nation, on peut lire que la transformation numérique de l'administration béninoise porte ses fruits. Selon le GovTech Maturity Index 2025 de la Banque mondiale, le Bénin affiche un score de 0,723, révélateur d'une administration de plus en plus digitalisée, plus accessible pour les citoyens et plus attractive pour les investisseurs. Cet indice, conçu par la Banque mondiale, constitue un outil d'évaluation de référence permettant d'analyser la capacité des gouvernements à concevoir, mettre en œuvre et fournir des services publics grâce aux technologies numériques. Et puis, à en croire le matinal,
l'Agence nationale d'identification des personnes a publié le lundi 26 janvier 2026 via ses canaux digitaux les chiffres de ses services sur le numérique pour l'année 2025. Selon les chiffres communiqués par l'ANIP, 10,5 millions de documents d'état civil et d'identité ont été délivrés avec l'utilisation de ces services numériques. En 2025, l'ANIP a indiqué avoir servi 4 millions de citoyens. Elle a précisé sur ses réseaux sociaux que 75% des démarches ont été réalisées en ligne ou à distance. Dans la suite, la nation informe que les députés de la 9e législature se retrouvent en plénière demain mercredi, puis jeudi et vendredi prochain. L'ordre du jour porte sur 13 points dont la clôture de la 2e session ordinaire de l'année 2025. Les dossiers concernent l'examen du projet de loi portant prévention, prise en charge et élimination des infections au VIH et au sida en République du Bénin, l'examen du projet de loi relatif à l'industrie du cinéma et de l'image animée en République du Bénin. La plénière de clôture du vendredi 30 prochain est l'ultime au titre de la 9e législature installée en février 2023. Les députés feront ainsi leurs adieux pour laisser place aux 109 élus de la 10e législature qui seront installés dimanche 8 février prochain. Et dans son billet du jour, Fraternité pointe qu'avec la débâcle électorale que vient d'essuyer le parti le plus représentatif de l'opposition, nous entrons de fait dans une période de trêve. Avec un Parlement entièrement acquis au pouvoir exécutif, il n'y a pratiquement plus aucun groupe organisé pour donner la réplique de façon significative en face. Plus tard peut-être, lorsque l'opposition actuelle, désarticulée et démembrée, sera expurgée des nombreuses biches qui, en son sein, reniflent à plein naseau vers la rivière. Elle pourra alors rassembler les soldats éclopés et les ouailles dispersées afin de reconstituer une armée homogène et compétitive. Fin de la revue de presse. Merci d'avoir été à l'écoute.